We're live. Stéphanie, bonjour, merci d'être là avec Bonjour nous Steph. aujourd'hui. Stéphanie, tu es réalisatrice de films d'animation, prof d'animation, créatrice sur de nombreux médias. On peut dire ça? Ouais, je dirais, ouais, c'est des choses audiovisuelles en général, mais du coup, je crois qu'il y a un genre, il y avait une période où on pouvait dire nouveaux médias en ce moment c'est un peu creative media, mais Hmm, c'est des trucs. ça sonne mieux. Ouais, Ça sonne mieux. Mhm. c'est des trucs avec des ordinateurs et des images. Waouh. Voilà. Qu'est-ce qui t'a mené à cette profession? Euh, en fait, je crois que j'ai toujours eu une aspiration à dessiner, raconter des histoires, écrire. Et puis, le moment un petit peu charnière, c'est que quand j'étais genre pré-ado, il y avait ce festival à Monaco, donc ça s'appelait Imagina. Juste, Mhm. tiens voir un peu, tu peux prendre le micro un peu plus près. Voilà, comme ça. Donc le légendaire festival de Monaco en fait, qui présentait les premiers films en 3D Mhm. à l'époque. Et je me souviens de m'être dit que c'était. Enfin, du coup, avec ce genre d'outils, on pouvait juste. Enfin, c'est vraiment un délire de toute puissance, hein, mais ça voulait dire qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait imaginer, tout ce qu'on pouvait Mhm. imaginer, en fait. Donc, c'est un peu le gros moment charnière, sachant que enfin, voilà, enfin, je veux dire, je fais de l'anime, je pense que je peux assumer le côté complètement geek du truc, Mhm. mais quand j'étais ado, je voulais soit faire de l'anime, soit faire de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y a une corrélation en fait. Ouais. Mais voilà. Mais en France, il fallait se taper 5 ans de maths pour faire des sciences cognitives. Et donc Ok. ça, c'était mort. Et je me suis dit que je faisais mieux de faire une école d'art. Et cette édition du Festival Imagina, là, on est en quelle année quand tu t'y rends la première fois? Alors j'y suis jamais allée. Ah, Ça d'accord. passait sur Ok. Canal+ en fait. Ok. Canal+ Ouais. le passait tous les Ouais. ans et montrait la programmation tous Mhm. les ans. Donc non, je ne suis pas allée à Monaco quand j'étais ado. D'accord. Je le Mais ça, c'est dans le courant des années. C'était dans les années 90, Ouais. je pense autour de ouais, ça devait être 92, 93, un truc Ah comme ouais, ça. d'accord, d'accord. Faudrait Ok. revérifier. J'ai pas pensé à vérifier, mais c'était vraiment les premiers films d'animation valorisés, enfin 3D, Mhm. parce que de l'anime, il y en avait toujours eu, mais la 3D, c'était valorisé. En particulier sur Canal+, Ouais. ils finançaient par ailleurs plusieurs programmes en 3D un peu fous, genre les Quarks, je sais pas si vous avez Ouais, vu je ça. me souviens de Voilà, ça, ça ouais. c'était Ouais. dingue. Enfin, donc moi, tout mon imaginaire, il a été nourri de ces trucs-là Mhm. où vraiment ouais, Les quarks. Purée, ça c'est. ouais, c'est loin, hein. Mais C'est pas très ben, loin. tu peux me rafraîchir la mémoire parce que je me souviens du nom. Je me souviens que ça impliquait des petites formes géométriques, des bonhommes, des C'est personnages ça. un peu géométriques. En fait, c'était un peu Pardon, hein. Voilà. l'idée de. Ouais, en fait, il m'impressionne. Enfin, il est Il très est très très proche. intimidant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, c'était l'idée que tous les petits problèmes qu'on a dans la vie, les chaussettes qui disparaissent, toutes ces petites Mhm. choses-là, en fait, il y aurait des particules dans notre environnement Ok. invisibles qui provoqueraient ça. Et donc du coup, il y avait cette espèce de voix documentaire, puis on allait voir ce quark, qu'est-ce qu'il provoquait, et enfin, il y avait un petit côté documentaire à l'Himalaya Ah, pour son rôle, c'était de planquer tes clés de bagnole. ouais, Ok. il y avait ouais, tous ces petits Ouais. trucs bizarres qu'on n'explique pas dans la vie qui étaient dus à ces quarks qui étaient dans l'environnement. D'accord. Mais et donc on est, je pense aussi à l'époque des premiers Pixar aussi. Je pense celui avec la lampe à pied, Eh ben, je me qui est assez connu, qui est devenu demande. par après la mascotte, Ouais, je crois, de Pixar. je me demande parce que je pense que c'était bien avant Toy Story en tout cas. Ouais, ouais. Et en fait, il y avait un petit pool de studios assez actifs en France et il y avait notamment il y avait Insector. Insector, c'était produit en Ça me France. rappelle quelque chose aussi. Donc Mhm. c'était une histoire un peu, une base un peu fantasy mais avec des insectes. Mhm. Et ça aussi, c'était produit par Canal+, il me semble. Ah ouais. Et donc, enfin voilà. Donc en fait, finalement, ça a d'abord été des programmes français bizarres comme ça, sur ce mode
Et puis, ouais, là, j'avais pas forcément conscientisé ça, mais je pense que oui, Canal+ a dû avoir une énorme influence à l'époque sur la diffusion de ces nouvelles images, dans le grand public en tout cas. Ouais. En France, du moins, ouais. Ok. Et donc, entre-temps, tu as fait carrière dans le domaine, tu as réalisé des films, tu enseignes et tu viens d'écrire une thèse sur le sujet, Ouais, intitulée La coprésence de l'animatrice dans son animation. à son animation, ouais. À son Ouais, animation, ouais. pardon. Parce que t'es pas obligé d'être dedans. Mais tu peux, mais c'est pas obligé. Alors, justement, cette thèse, c'est un bel objet de 600 pages et quelques. Et je vais te demander un Stimard. truc qui est absolument pas fair, c'est est-ce que tu peux nous faire un pitch en 30 secondes? Alors, je pense que c'est possible, parce que au départ, l'enjeu pour moi, c'était de regarder ce qui se passe. En fait, la dimension. Enfin, il y a cette citation de de Norman McLaren, qui dit que enfin, il parle de l'interstice entre les images. Qui est là où se passent vraiment les choses en fait, et qui est ce qu'on fait disparaître, ce qui disparaît à l'image. En fait, le spectateur ou le public n'a accès que au résultat final, avec énormément de temps qui est enlevé puisqu'on travaille image par image. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on réinjecte cette temporalité, la présence du monde matériel dans la fantasmagorie du film, et puis l'animateur ou l'animatrice, qu'est-ce qui se passe quand il apparaît. Et du coup, à la fin, c'est juste devenu un peu essentialiste, et c'est un peu genre, pourquoi on se fait chier à faire ça? Si tu considères que Enfin, là, la technique que j'utilise, je fais 2 secondes jour d'anime. Ça m'a pris, enfin, mon court-métrage de 8 minutes, c'était 9 mois de travail à plein temps, une équipe de 15 personnes, et 5 ans de ma vie si je compte le temps que ça m'a pris à écrire, trouver les financements et tout. Donc c'est un peu délirant. Il y a Yuri Norstein, qui est un vieux réalisateur russe qui a marqué l'histoire du cinéma d'animation. J'imagine qu'il n'y a que les... Ça vous dit rien, Yuri Norstein? Yuri Norstein, ça me dit rien. Voilà, donc on est d'accord, on est dans un truc de niche. Donc il a fait des films d'animation toute sa vie, et la dernière fois que j'ai compté, parce qu'il est en train de faire un film depuis les années 80, et là il doit être à sa 30e minute, mais il fait genre 1 minute par an depuis 81, je crois, ou 80. Et lui, mis bout à bout, il a même pas 3 heures de programme en fait, de toute sa carrière. Mais est-ce qu'on parle ici d'animation 3D ou d'animation, j'appellerais ça traditionnelle, avec des dessins faits à la main, ou moi, je fais du dessin animé image par image. Yuri Norstein, c'est de la marionnette en papier découpé sur multiplane. Mais la 3D, en fait, quand tu animes, tu vas plus vite, mais en pratique, quand tu comptes le fait qu'il faut que tu fabriques le personnage, ensuite que tu lui mettes un squelette virtuel, ensuite que tu lui mettes des shaders, que tu fabriques le décor, que tu mettes des shaders, que tu éclaires, au final, tu vas pas vraiment... Enfin, tu gagnes jamais tellement de temps, d'autant plus que chaque fois que les ordinateurs gagnent en puissance... Tu pourrais te dire, ouais, super, on va plus vite à fabriquer. Mais non, parce qu'en fait, à chaque fois, on pousse l'ordinateur, les ressources à leurs extrémités. Et du coup, on va jamais vraiment plus vite. On va plus loin, on va plus en détail, mais on va jamais vraiment plus vite parce qu'on pousse au maximum des ressources. D'accord, donc donc l'ordinateur est utilisé en fait pour exploiter de nouvelles possibilités artistiques. Et non pas pour rester au même niveau d'output, on va dire artistique, et juste travailler plus vite. En gros, c'est ça la tendance que ça prend. En gros, chaque fois que les ordis sont plus puissants, pouf, on sort un nouveau format et qui demande autant de temps finalement de rendu que dans la version précédente. Mais alors, c'était quoi ta conclusion? La question, c'était pourquoi est-ce qu'on fait ça, malgré la souffrance que ça... Pourquoi on se fait chier, je crois. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier, voilà. Et pourquoi? Le bilan, c'est finalement, de manière assez circulaire, ce qui m'avait attiré au départ dans l'animation, c'est le fait que tu peux réellement donner une forme à ton imaginaire. Alors tu pourrais te dire, tu peux le faire en BD ou en illustration et tout, mais en fait la dimension vraiment puissante, c'est le côté audiovisuel et la temporalité. C'est-à-dire que tu fais un objet immersif au final, tu as le son, tu peux
enfin, tu reconstitues des personnages vraiment, tu les vois, tu peux avoir une empathie comme pour un film, enfin comme un film de prise de vue réelle, je veux dire. Et donc tu peux vraiment manifester ton imaginaire et ton image mentale avec sa temporalité. Donc c'est finalement une manière très très puissante et du coup très très motivante de manifester son imaginaire. Je me posais juste une question, parce que dans ton intérêt pour le domaine, j'ai l'impression que ça vient de la 3D. Si j'ai bien compris, disons c'était le déclencheur, c'était le moment charnière. Mais est-ce qu'avant ça, il y a des dessins animés, des œuvres qui t'ont aussi beaucoup marqué enfin, j'imagine il y a eu un itinéraire. C'était pas tout d'un coup tu es exposé à la 3D, tu dis c'est le truc que je veux faire de ma vie. Est-ce qu'il y a d'autres dessins animés qui t'ont influencé, qui t'ont fasciné? Ouais, alors du coup, quand j'étais petite, on était exposé à beaucoup de dessins animés puisque c'était la période où genre le Club Dorothée avait récupéré tout un corpus de mangas. Un corpus de mangas, j'aime bien que ce terme soit appliqué à ce catalogue de dessins animés japonais qui étaient sauvagement censurés et qui du coup faisaient à peine sens tellement il y avait de scènes coupées. Mais... Du semblant dans Ken le Survivant. Voilà, c'est très évocateur, ouais. Ouais. Mais du coup, donc oui, on était très très exposés finalement à des choses assez variées parce que donc il y avait ces dessins animés japonais qui arrivaient, puis il y avait aussi tout ce qui se faisait en France. Moi, une de mes grandes fascinations quand j'étais petite, c'était Les Mondes Engloutis. Ah, je me souviens très bien. Qui était complètement dingue en termes d'imaginaire. Ouais. Et puis aussi, il y avait un truc qui s'appelait Clémentine, qui était aussi un truc... Alors, c'était une petite fille qui était en fauteuil roulant et en fait, elle pouvait, par la force de son imagination, vivre des aventures incroyables dans un monde imaginaire en fait où du coup elle pouvait de nouveau marcher. Donc c'était un peu sériel en plus. Enfin, c'était tous des trucs qui étaient un peu sériels. Puis il y avait aussi Ulysse 31. Ouais. Donc tous ces trucs avec vraiment l'idée que le monde était beaucoup plus vaste. Mais Ulysse 31, c'était une production française? C'est une coproduction franco-japonaise. Ah voilà, d'accord. Alors ça c'est extraordinaire. Tu connais Gab? Moi mon Club Dorothée était largement censuré par mes parents. Ah oui. Donc j'ai des lacunes dans mes... Genre t'as vu la petite taupe comme... Ouais, je crois que la limite était quelque part entre les Chevaliers du Zodiaque et puis Nicky Larson. Ouais, c'était quand même assez... Rademain demi, La pension des mimosas, Juliette je t'aime. Jeanne et Serge peut-être, non? Ça, j'ai jamais entendu parler. Mais ça, c'était incroyable, sur le volleyball. Coup de foudre au match de volleyball. Ouais, rom-com volleyball. Ouais. Extraordinaire. Mais bon, alors, il y a toutes ces influences, mais on se connaît depuis longtemps. Je sais que t'es quelqu'un qui crée beaucoup, mais ensuite, quand on part de cette inspiration, de ces influences, jusqu'à en faire son métier, quel est le parcours? Alors, effectivement, c'était un truc dont j'ai été assez sûre assez tôt. L'espèce de truc où tu balances entre les sciences cognitives et l'anime, mais c'était deux centres d'intérêt bien clairs dans ma tête depuis longtemps. Mais en réalité, les sciences cognitives, j'y suis arrivée à cause de Ghost in the Shell, en fait. Et dans le manga, il y a des notes de bas de page. J'ai commencé à lire Douglas Hofstadter à cause de Ghost in the Shell. Enfin, voilà. Donc finalement... Masamune Shirow, qui est quand même un type assez fascinant. Parce qu'au niveau de ses influences qui se distillent dans ses œuvres, c'est assez incroyable. Hein. La vision qu'il avait du futur, beaucoup de choses qu'on peut retrouver un petit peu en filigrane aujourd'hui dans beaucoup de technologies qui sont évoquées, les Neuralink, non, le truc Neuralink de Musk, là. Ouais. Neuralink, je crois. Il y a quelque chose de ça, finalement, une interface humain-machine qui est évoquée déjà et vraiment designé quelque part dans ces mangas-là.
En fait, j'ai l'impression parce qu'il était très généreux en matière de notes de bord de page. Ouais, c'est très dense. Et ça, donc, en fait, il regardait vraiment ce qui était en train de se passer dans la recherche, et puis il faisait de la prospective dans ses mangas. Du coup, il y avait une base scientifique, ou en tout cas technologique, qui était déjà assez solide. Et donc voilà. Mais le fait est que je viens d'un milieu qui n'était pas très ouvert à l'idée. En fait, c'est assez paradoxal parce qu'il y a pas mal d'artistes dans ma famille, mais en même temps, c'est pas un milieu qui est très ouvert au fait de faire une école d'art. Du coup, j'avais très peu d'informations. Je savais pas vraiment, à part la légende des gobelins, je savais pas vraiment comment faire pour. Qu'est-ce que c'est les gobelins ? Des gobelins. Alors, les gobelins, c'est une école d'anime à Paris assez ancienne. C'est eux qui font les espèces de teasers promotionnels à Annecy. Et donc, c'était. Alors, il y avait, à l'époque où moi j'étais au lycée, il y avait un peu cette légende que les studios américains venaient recruter les étudiants des Gobelins à la sortie de l'école et tout. Donc il y a vraiment cette aura, encore aujourd'hui, que ce serait une des... Enfin, je sais pas, est-ce que c'est une des meilleures... Ouais, j'ai l'impression que vivier, en tout cas, voit ça talent, comme une des meilleures écoles d'animation du monde, qui Mm. s'exporte beaucoup. Après, c'est un style d'animation très particulier, on reconnaît le style des Gobelins. Et voilà, donc c'était à peu près la seule info que j'avais. Et par ailleurs, j'avais une pression qui était que je n'avais pas trop de marge de manœuvre pour faire une école privée. Et donc, j'ai été obligée de louvoyer. Du coup, je suis passée par le circuit des écoles supérieures d'art aussi par chance. Enfin, je sais pas, il y a un truc... j'ai eu de la chance, mais j'ai fait quand même des écoles d'art. Et du coup, c'est assez présent dans la manière dont je travaille, dont je réfléchis et tout. Et je suis d'abord passée par les écoles supérieures d'art avant de revenir du côté de l'animation. À l'époque aussi, il y avait un peu cette idée que certaines écoles d'art faisaient de l'anime, mais en fait, non, pas vraiment. Il y a une problématique c'est très technique, et puis ça demande pas mal d'équipements, notamment informatique. Et donc, les écoles d'art, en fait, dans leur fonctionnement, en tout cas en France, permettent pas trop ça, et c'est toujours un problème. J'enseigne maintenant en école supérieure d'art, et c'est toujours une espèce de tension entre l'écosystème de l'école d'art française et puis l'anime, qui est quand même très technique, un peu. Il y a un petit côté artisanal, il y a un petit côté art populaire aussi, et qui fait que ça s'intègre assez mal dans les écoles d'animation. Comment dans ça, les beaux-arts, pardon. Art populaire ? C'est moins sophistiqué. Comme moins sophistiqué, peut-être. Ouais, l'animation. C'est seulement en ce moment que c'est en train d'être accepté comme un médium pour les adultes. Pendant longtemps, c'était massivement... dans le grand public, dans l'image, c'est pour les enfants, l'animation. Là, je vous parle de Yuri Norstein, tout l'univers du court-métrage d'auteur d'animation, c'est connu que par les gens, par le monde de l'anime lui-même. Faut aller en festival d'anime pour avoir accès à ça. On sait pas, maintenant, grâce à Internet, ça se diffuse beaucoup plus. Il y a des gens qui ont émergé d'Internet, mais tout ce champ-là mature de l'animation n'est connu que par les spécialistes et puis les fans, quoi. Et du coup, en gros, il y a un petit côté, tu fais des petits Mickey, au même titre que la bande dessinée, en fait. On est dans ces champs qui ont peiné à trouver leur lettre de noblesse et à être considérés comme de vrais arts. Puis il y a une autre difficulté, c'est que l'anime, ça a besoin du travail d'équipe. Donc pour se positionner en tant que travail d'auteur, il y a plein d'ambiguïtés dans l'animation qui font que ça, en tout cas en France, par rapport à aussi la compartimentation entre les arts déco, les arts graphiques, les beaux-arts et tout. L'anime, elle a du mal à trouver un espace là-dedans. Et en pratique, ce sont des écoles d'anime qui sont en dehors des circuits des écoles d'art. Alors que, par exemple, en Belgique, l'anime est intégré dans les écoles. Mais c'est intéressant ce point-là par rapport à la reconnaissance et la perception de ces formes artistiques, parce que
toi, par tes influences, qui a lu Ghost in the Shell, qui a vu bien sûr le film, et avant ça, il y avait d'autres films. Moi, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, Akira, par exemple. C'est pas un film pour les enfants. Non. Hein. Alors moi, je l'ai vu quand j'étais Clairement très très jeune, mais je regardais plein de trucs pas nets bien avant l'âge, films d'horreur et compagnie. Mais bon, Akira, c'est juste un exemple de film de cette, de cette cohorte de films fin des années 80, des films japonais. Je pense à Cyberpolice, alors c'est ce qu'on appelait à l'époque des OAV, ça sortait en petite série. Il y a des trucs... Urotsuki Doji, des choses. Alors là, on part dans des éléments avec un peu plus érotiques. Mais voilà, c'était relativement de qualité, je pense, en termes de valeur de production. Et alors destiné à 100% un public adulte. Ouais, mais c'est ce dont on parlait avec le Club Dorothée, où le Club Dorothée s'est retrouvé à diffuser des mangas, et puis la réflexion c'était un peu genre, c'est du dessin animé, donc ça doit être pour les enfants. Ouais. Puis en fait, il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas pour les enfants. Et du coup, ça. ils devaient couper dedans, etc. Oui, mais c'était le décalage complet entre le marché japonais qui était adulte et jeunes adultes, et puis le marché européen qui était enfant. Et quand tu achètes un catalogue japonais, c'était un peu oh zut alors. Ouais. En fait, c'est pour les adultes, il va falloir qu'on coupe. Mais oui, c'était le décalage de marché. Et même chose, tu as parlé de la bande dessinée, les graphic novels. Ce terme-là, il est utilisé, je pense, depuis les années 80 pour les œuvres notamment d'Alan Moore. Peut-être plus tard, tu dirais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un changement. Je me souviens que ce qui avait fait un petit peu basculer le truc, c'était ce graphic novel américain. C'est Will Eisner, A Contract with God. Moi, c'est celui qui me vient à l'esprit parce qu'il avait reçu un prix. C'est un recueil, c'est une bande dessinée, mais c'est un recueil d'histoires un peu juives qui se passe à New York, Brooklyn, etc. Ouais, il y avait effectivement Maus aussi qui avait, mais il y avait un truc qui s'appelait Blanket, je crois, quelque chose comme ça. Et ça avait vraiment je crois qu'il a eu un prix à Angoulême et ça avait vraiment faire rentrer l'idée du graphic novel aussi pareil dans le grand public, et puis un peu la dimension le graphic novel, ça va, c'est pas de la BD, donc du coup c'est pour les mais justement je voulais poser cette question, est-ce que ça existe vraiment le roman graphique, ou est-ce que c'est juste un terme qu'utilisent des branleurs qui osent pas dire qu'ils lisent des BD? Je pense que ça sert à se valoriser. En tout cas, dans mon cas, je peux le dire. Hein, c'est pour valoriser le fait, pour m'aider à assumer le fait que je lis une bande dessinée, en raison justement de la perception que tu as mentionnée. Alors, on n'est pas là pour parler de BD, mais ça rentre un petit peu dans cette réflexion. Finalement, on peut encore se retrouver dans des discussions. Alors, toi, tu es dans un cadre professionnel, où je veux dire l'activité, voilà, vous êtes entre vous, les discussions, c'est entre professionnels. Donc, ces questions-là ne sont pas pertinente, mais je pense que dans certaines discussions qu'on peut avoir, des gars comme Gabrielo et moi, si on s'extasie sur un dessin animé ou un truc d'animation, il peut encore y avoir des réactions de type ouais, mais est-ce que c'est pas pour c'est plus de ton âge. Ouais. C'est marrant, dans ce que tu dis, il y a aussi une tension entre le fait que tu parlais du fait que c'était un art, voilà, si tu fais du dessin animé ou du film d'animation, on te dit tu fais des petits Mickey. Du coup, il y a cette tension entre comment le métier est considéré, mais de l'autre côté, la quantité de travail que ça représente. C'est pas c'est un truc extrêmement difficile et qui peut parfois être mal considéré dans la population générale. Ouais. C'est difficile, non? Oui, enfin, en tout cas, rien que pour la temporalité. Alors, ouais. Donc, c'est difficile à plein de niveaux. La première chose, c'est que techniquement et puis plastiquement, il y a énormément de composantes. En fait, il y a toutes les composantes de la photographie, l'éclairage. Il y a toutes les composantes picturales, donc le dessin, la composition, la couleur. Il y a la dimension langage cinématographique, qui est en fait un vrai langage. Et enfin, on raconte pas. On raconte pas comme ça des choses avec des plans. C'est hyper difficile de faire quelque chose de compréhensible. Il y a des questions de direction d'acteur, d'interprétation. Et puis après, techniquement, animer image par image, ça demande une sensibilité, ça demande de comprendre des questions physiques.
de jongler entre un réalisme avec de la physique et puis la suspension d'incrédulité du public, parce qu'on va faire des choses qui sont en fait extraordinaires, mais quand même dans une limite de crédibilité, quoi. Et puis ça demande d'avoir une sensibilité au rythme, donc c'est quand même... alors c'était ce que je trouvais extrêmement attrayant dans le truc, parce que en fait ça couvre vraiment énormément de champs créatifs, mais inversement du coup c'est extrêmement complexe et ça implique alors en plus à rajouter à ça la dimension, tous les programmes qu'il faut prendre en main, parce qu'en fait, entre le début et la fin, il y a au moins 4 ou 5 programmes différents qui, par ailleurs, ne sont pas nécessairement pérennes dans le temps sur la longueur d'une carrière. Donc effectivement, c'est de la complexité, le cinéma d'animation. Et donc, ça implique un investissement à tous les niveaux, en fait, pour être bon, pour être... alors, d'où la nécessité du travail d'équipe aussi, parce que du coup, idéalement, moi, en tant que réalisatrice, j'embauche des gens qui sont de meilleurs animateurs que moi, ou de meilleurs compos que moi, pour qu'à la fin, on ait l'objet le meilleur possible, le résultat le plus satisfaisant possible, et si possible proche de ce que j'imaginais. Mais ouais, d'où la question, pourquoi on s'impose ça, en fait, parce que c'est tellement... c'est passionnant, mais c'est épuisant. Il faut vraiment tenir sur la longueur. Et puis, en plus, quand on est dans des trucs d'auteur, il y a aussi toute la dimension gestion d'équipe qui peut être difficile. En plus, quand il y a des deadlines, c'est très stressant. Les prods, c'est assez stressant. Il faut vivre ensemble dans des conditions de stress assez fortes. Donc, dans l'ensemble, c'est effectivement assez dur. Et tu parlais ici du fait que tu peux vraiment, avec l'animation, donner vie à ton imaginaire. Dans ta thèse, il y a un mot qui revient plusieurs fois, c'est la démiurgie. Mais en quoi est-ce que l'animation permet de créer de donner vie à ton imaginaire plus que... Tu parlais par rapport à la BD, il y a le côté audiovisuel, mais plus que par exemple le film. Mais parce qu'en fait, tu contrôles absolument tous les niveaux. Le film, quelque part, tu es... t'as toujours beaucoup d'humains, même devant toi, tes acteurs, interprètes, t'as toujours beaucoup d'humains. Alors que quand tu es en train de dessiner ton personnage, c'est toi qui en contrôle l'interprétation. Donc, en fait, l'anime, il y a un côté corps de substitution. En fait, c'est assez fatigant parce que ça nécessite de beaucoup mobiliser d'images mentales pendant qu'on le fait. Et du coup, il y a une sorte de processus de transcription ou de traduction. J'ai interviewé une de mes étudiantes et elle parlait de traduction et je pense que c'est assez juste en fait. Donc, tu traduis ton image mentale vers le médium que tu es en train de manipuler. Et en plus, tu manipules un intervalle de temps en fait. Et tu es responsable c'est toi qui gères l'interprétation. C'est un corps de substitution, tu mobilises dans ton corps des sensations et puis tu essayes de transcrire ça dans le dessin, par exemple. Et donc, t'as beaucoup plus de contrôle. C'est infiniment plus lent, évidemment, mais tu as beaucoup plus de contrôle que quand tu travailles avec du réel, en fait. Donc, tu veux dire que les animateurs sont des control freaks à l'ego surdimensionné qui... Disons que control freak, oui, dans la mesure où moi je fais de la performance en direct dans le cadre de ces questionnements par rapport à la fabrication. Donc en fait, je fabrique le film en même temps que je le projette. Donc on prend des images et puis il y a une boucle qui s'upgrade et puis le public est là et nous voit manipuler parce que en général je le fais en trio et puis avec des musiciens. Donc le public nous voit manipuler et en fait, pour trouver des gens pour faire ça avec moi, j'ai trouvé une graphiste et une scénographe, mais les animateurs, les animatrices, ça les fait quand même assez flipper de faire ça. Parce qu'il n'y a pas ce contrôle... Ah ouais, parce qu'ils seront... t'es sans filet, t'as pas droit à l'erreur. Lorsque tu animes comme ça en direct, il y a un travail de préparation, des répétitions, ou tu peux y aller un petit peu en freestyle? Considérant que généralement il n'y a pas de budget, il y a très peu de marge de manœuvre pour répéter. Okay. C'est genre
quand on a de la chance, on peut répéter, mais en réalité, la plupart du temps, on fabrique. Bon, après, au bout d'un moment, quand on a fait suffisamment, c'est comme de l'improvisation, en fait. T'as un peu ton petit répertoire, je veux dire, improvisation en musique. T'as ton petit répertoire, et puis tu les... Là-dedans, voilà, tu les colles ensemble et ça produit un tout cohérent. Ok, bon, et j'imagine que le public vient voir quelque chose, assister à ça en connaissance de cause. C'est ça. Dans l'idéal, tu montres le dispositif pour qu'il soit sympa avec le fait qu'il y a des sautes et des mains dans le champ. Et puis d'ailleurs, ça fait partie du spectacle, le fait d'avoir les mains dans le champ et de rendre, on a tout un tas d'objets, de découpage, de choses comme ça qu'on étale autour de nous. Et puis il y a l'idée de l'effet de surprise aussi, comment on va s'en servir, qu'est-ce que ça va donner, voilà. Et toi, avec toutes ces difficultés, toutes ces emmerdes, qu'est-ce qui fait que tu continues ? Ouais, alors en fait, c'est vrai que c'est difficile de continuer. En plus, c'est dur de porter des projets, c'est dur de les commencer, c'est dur de finir. Et je crois que. Et en réalité, il y a. C'est vraiment un problème récurrent de la pratique artistique en fait. Il y a énormément de choses qui sont des empêchements à la pratique artistique et puis après en plus tu vas livrer le truc au monde et tu te soumets au jugement de l'univers. Faut quand même avoir un ego bien solide pour faire de l'art. Et en fait il y a les trucs donc c'est dur. Pour moi c'est dur de produire, de continuer, d'avancer, de montrer mon travail, de me soumettre au jugement des autres, de monter un dossier et dire vas-y, mon idée est suffisamment bonne pour que tu me donnes de l'argent pour ça. C'est vraiment très dur. La première chose que je me dis, c'est que c'est vraiment dur et c'est normal et que ça fait partie du truc, que ce soit dur. Et que c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de monde qui sont artistes et qui portent des projets, parce que c'est dur. Donc ça, j'essaye d'intérioriser cette dimension-là. Il y a le fait que il y a un truc de... Comment dire c'est pas exactement un truc de chance, mais comme c'est pas si facile même d'arriver à l'endroit où tu peux le faire, pour des questions, je sais pas, de milieu social. Un truc bête, mais c'est très clair que si tu... Il y a des gens, en fait, on n'est pas égaux quand on est en école d'art, on n'est pas égaux les uns par rapport aux autres, ceux qui ont du réseau, ceux qui viennent de famille, il y a vraiment un écart qui se creuse très très rapidement, ceux qui connaissent le milieu, suivant à quel point tu es mondain ou pas, tu vas avoir des chances différentes pour progresser sur ta carrière. T'es mondaine ? Je suis pas très mondaine, c'est un problème. Et du coup, je considère que le fait d'avoir de pouvoir le faire, quelque part, je dois le faire. J'ai une sorte de devoir par rapport à... porter le flambeau. Ouais, il y a un côté comme ça. Puisque je peux... En fait, parce que je peux le faire, en fait, je dois le faire pour tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire. Il y a un côté comme ça. Et après, dans le cadre de... mais bref, de mes privilèges, quoi, qui ne sont pas forcément super monstrueux dans ce cadre-là. Et après, il y a la dimension qu'en fait, il y a aussi une forme de nécessité à un moment. Les idées, en fait, elles te bouffent. Moi, je sais qu'il y a des films que je n'ai pas faits qui continuent de me hanter, en fait. J'ai commencé, j'ai pas fini, et ça continue de me hanter. Y a... Mais qu'est-ce que tu peux décrire ce sentiment un peu de manière un peu plus approfondie, parce que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je suis pas sûr que tu le vives toujours très bien, manifestement, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus. En réalité, le truc drôle, le film auquel je pense en particulier, c'est une histoire de personnage qui est un peu hanté par une sorte de démon intérieur. En réalité, c'est une espèce de métaphore autour du trauma et de comment... Mais du coup, cette espèce de chose qui revient et qui te bouffe de l'intérieur et qui revient comme ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a je sais pas, c'est comme si les idées avaient leur propre vie quelque part,
Par ailleurs, si tu les produis pas, si tu les mets pas au jour assez vite, il y a quelqu'un d'autre qui va les mettre au jour parce voilà, on Partage s'influence. un inconscient collectif Ouais, ou un c'est truc du ça. genre. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, si tu le fais pas assez vite, il y en a une assez proche qui va arriver, quoi. Il y a un film assez proche de celui que tu voulais faire Ouais. qui va jaillir, quoi. Mais c'est vrai que quand tu as suffisamment investi de temps dans une idée, mais que tu l'as pas emmenée tout à fait là où tu aurais voulu, ça continue de Enfin, en tout cas, moi, ça continue de me hanter. Donc, Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un ou qu'un studio, c'est bon terme, un studio, j'imagine, sorte une version plus pauvre de quelque chose que tu avais déjà en tête et que tu dises merde, le sujet il est traité, mais pas de la manière dont j'aurais fait, ça aurait été mieux si j'avais eu le temps, si j'avais eu les ressources. Est-ce que tu as déjà vécu ce scénario-là dans ta alors, carrière? en général, c'est Pas besoin de suffisant. balancer des noms, hein, mais Ouais, ouais. Non, mais enfin, là, enfin, vu que j'ai mis un temps infini à terminer cette thèse, les projets artistiques sont décalés, quoi. Et du coup, le projet que je suis en train d'écrire, il y a un long métrage qui est sorti, qui est quasiment le négatif ah ouais. enfin, vraiment, c'est. Enfin, quand tu regardes, c'est le négatif du truc, en fait, vraiment. Le négatif, dans le sens où ça raconte une Bah, histoire opposée. en gros, c'est la même histoire, mais avec euh, juste. Quand tu regardes tous les points, c'est juste de l'autre côté, quoi. C'est une sorte de symétrie. Ok. Oula, pas grave. C'est bon. Symétrie du micro. C'est ça. Une sorte de symétrie de l'objet. Et bon, après, t'as toujours un Ouais. fond symbolique Mhm. enfin, je veux dire, qui nous préoccupe tous et toutes, donc ça finit forcément par arriver. Mais du coup, là, c'était vraiment très clairement le truc de ah ouais, alors je suis pas sûre maintenant de pouvoir financer mon projet à cause de l'existence de ce Mhm. film qui est l'exact négatif de mon truc. Donc il va falloir que soit je mette vraiment le paquet sur le visuel, ce qui est, enfin, le traitement. Je pense que là, de ce côté-là, j'ai une chance, mais du point de vue du scénario, bah, surtout maintenant, on pourrait m'accuser de plagiat, en fait, Ah ouais. parce que maintenant, enfin, je veux dire, j'ai écrit le scénario avant, mais si je mets 3 ans à sortir le film encore, ben, ce sera bien après la sortie du film. Ah, Non, mais peut-être si all t'attends in, là, c'est justement, il faut le prendre comme argument de vente, dire non seulement je vais faire ce film, mais je vais le faire Tu mieux vas- que cette grosse production américaine, quoi. Je vais leur montrer. la version Euh, aboutie de XYZ. Exactement. Ouais. Et je me demandais, quand tu racontes une histoire, est-ce que tu as un message ou tu cherches à divertir avant tout? Ah non, moi j'ai Faire passer un bon moment? bah je pense que c'est là le truc, c'est que la nécessité, elle fait que tu parles de trucs, c'est pas du Intime. divertissement. Ouais, ouais, c'est plutôt des trucs que tu as besoin de sortir, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont pour motivation de divertir, et donc qui ont pour motivation leur public, un public précis par ailleurs. Je pense que c'est ce qui arrive en série télé. Non, moi je fais du court-métrage d'auteur. Et, Ouais, Respect. voilà. mais du coup, bon, au-delà de ces films que tu as le besoin de créer, tu as aussi fait cette thèse qui, comme tu disais, t'a pris énormément de temps, énormément d'énergie. Quelle était la pulsion de création derrière ça? Je pense que c'est une sorte de besoin de comprendre. Enfin, c'est un truc un peu. C'est presque froid, en fait. C'est-à-dire que t'as la fabrication qui est qui est très engageante. Enfin, tu rentres dans un flow, t'es en correspondance avec la matière, et puis tu fais sortir ton imaginaire. Et il y a quelque chose d'extrêmement. Enfin, c'est hyper plaisant. Enfin, c'est fatigant, mais c'est plaisant. Et, enfin, voilà. Et puis il y a tout le côté matérialité qui est vraiment cool, quoi. Moi, j'adore peindre, dessiner, faire des taches d'encre. Enfin, donc toute cette partie-là est super satisfaisante. Et puis après, il y a une partie de moi qui est hyper froide et analytique et qui veut comprendre ce que je suis en train de faire, quoi. Et le fait est que c'est des dispositifs où c'est hyper difficile d'avoir du recul sur ce que tu es en train de faire. C'était un peu une des prises de conscience de la thèse aussi, c'était que j'avais des préjugés sur ma propre pratique. Mais qu'en fait, le moment où j'essayais d'analyser vraiment qu'est-ce qui était en train de se passer pendant que j'étais en train de faire, c'était pas ce que j'imaginais que j'étais en train de faire. T'as un exemple?
Bah, assez concrètement, à un moment donné, je me suis mise à me poser des questions sur cette image mentale de l'animateur ou de l'animatrice. Et du coup, j'ai commencé à interviewer des animateurs et des animatrices à de différents niveaux, enfin des gens des seniors, ce qu'on appelle, et puis des plus débutants, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête pendant qu'on est en train d'animer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre mon image mentale de réalisatrice et l'image mentale de la personne qui est en train d'animer. Parce qu'en fait, moi, je pensais conception, du coup, j'ai tout de suite des ambiances. En fait, finalement, je travaille très vite en couleur. Je travaille au crayon de couleur ou avec j'ai tout de suite des ambiances, tout de suite des sensations. C'est très expressionniste immédiatement. Mais pendant qu'on est en train d'animer, en réalité, toutes ces composantes visuelles ont déjà été fixées au moment du storyboard, notamment, qui est le moment où tu planifies le plan, en gros. Et donc, l'image mentale de la personne qui est en train d'animer, c'est une image kinesthésique, c'est-à-dire que la personne ressent le mouvement dans son corps et essaye de le retranscrire. Et finalement, chez les gens que j'ai interrogés, il y avait très peu d'images mentales visuelles, surtout des histoires d'émotions, de sensations de poids ou de dynamique. Il y avait, je pense, un mélange entre le flow de l'action. Donc, il y avait souvent un truc qui était un peu tiré en avant, comme ça. Donc ça, je pense que c'est le flow. Et en même temps, se représenter mentalement dans son corps le mouvement et essayer de le traduire. Donc, est-ce que parfois, on peut imaginer que l'animateur se retrouve à faire des grimaces ou gesticuler à la manière du personnage en train d'être dessiné. Dans un studio d'anime, tu vois les gens qui sont là, ou bien qui font devant toi. Et en fait, ça fait partie de mon travail de prof, de faire en sorte que très tôt, les étudiants déjà ne se moquent pas les uns des autres quand ils sont en train de faire ça, et le fassent eux-mêmes, parce que finalement, l'intériorisation du mouvement ou du truc est juste fondamentale, en fait, pour être un bon animateur. C'est quoi le challenge pour enseigner l'animation ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont très habiles, peuvent très bien dessiner, mais qui ne pourront jamais devenir de bons animateurs ? Ouais, tout à fait. C'est même quand on commence à animer, pour les débutants, c'est même un empêchement, je pense, d'être un bon dessinateur, parce que il y a tellement de challenges, parce que c'est pas le tout. En fait, quand tu animes, il suffit pas de faire une belle image. En fait, il faut que tu comprennes la volumétrie du personnage ou du truc que tu es en train de dessiner, et que tu le fasses bouger en 3 dimensions, et que tu retranscrives ça en 2 dimensions quand tu fais du dessin animé. Et du coup, les personnes qui arrivent à, je sais pas, 17-18 ans, genre c'est des brutes en dessin, et c'est un peu le truc qui les a valorisés tout ce temps-là. Souvent, c'est des gens qui sont pas scolaires, ils dessinaient au lieu d'écouter les cours, quoi. Donc, ils sont valorisés sur le dessin, et puis le challenge que représente l'animation, d'un seul coup, le dessin résiste. Et donc, il faut supporter l'idée que ce truc qui, jusqu'à présent, te valorisait, bah, d'un seul coup, ça résiste. C'est pas suffisant. Et donc, et au final, c'est presque un problème. Donc, soit c'est des gens qui dessinent super bien et qui animent super bien, et là, ça va. Mais les gens qui dessinent super bien et qui arrivent dans l'anime, ça peut vraiment être un problème, justement à cause de cette tension entre l'habitude qu'ils ont avec le médium et ce que ça leur demande d'animer, en fait. Et comment toi, t'es passé outre ? J'imagine que tu as eu cet obstacle toi-même quand tu as commencé à animer. En fait, moi, j'avais déjà un petit peu de bouteille quand je suis rentrée en école d'animation. J'avais déjà un bachelor, enfin l'équivalent d'un bachelor en art. Du coup, mon enjeu était plutôt du côté de qu'est-ce que j'allais faire avec l'anime. Et puis par ailleurs, je peux pas dire que j'étais... en fait, je pense aujourd'hui que je suis une bonne dessinatrice à l'usage, en fait, mais j'avais pas... en fait, comme j'avais fait les Arts Déco de Strasbourg. Et les Arts Déco de Strasbourg, c'est une école qui est déjà assez compétitive. C'est un peu difficile d'y rentrer. Et du coup, j'étais entourée de gens qui étaient en fait persuadés qu'ils étaient très bons en dessin, ou du moins qu'ils le disaient, ça faisait partie du truc. Donc j'avais pas nécessairement cet ego-là par rapport au dessin, et du coup c'était pas un problème pour moi de faire le travail de
de comprendre, de réfléchir comment j'allais m'en débrouiller en fait. Et puis j'ai toujours été entre un truc un peu technique et puis des choses très 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 plasticiennes en fait. Donc j'assume le fait que je suis pas une énorme technicienne de l'anime, mais que je suis capable de faire l'effort de vraiment documenter et comprendre c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais effectivement, en termes d'ego de prof, c'est aussi extrêmement dur à enseigner parce que c'est extrêmement dur d'être fort sur tous les niveaux que ça représente en fait. Et donc, ouais, c'est aussi très difficile à enseigner à cause de la complexité que ça représente. Est-ce qu'il y a un projet qui te fait rêver depuis de nombreuses années, quelque chose que tu aimerais développer et que tu peux pas le faire par manque de ressources ou parce que tu trouves pas les bonnes personnes avec qui t'associer? Alors Ou la main d'œuvre, le manque de talent peut-être le manque de talent. Alors après, du côté en réalité, j'aimerais bien un jour faire un long métrage. Enfin, il y a une partie de moi qui aimerait bien et l'autre qui se dit c'est vraiment trop pénible parce que c'est des années et des années pour essayer de trouver les financements. Et puis ensuite, il faut que tu te fades une équipe entière d'humains à gérer, ce qui d'avance me file. Alors c'est ce que j'entendais par talent, pas ton talent. Hein. Ouais. Des talents à engager. Non, mais recruter. après, en France actuellement, il y a vraiment des compétences très, très élevées. Il n'y a pas de problème et puis, sans compter que là, avec tout ce qui est en train de se passer du côté de l'intelligence artificielle, on va pouvoir commencer à aller vraiment beaucoup plus loin visuellement que ce qu'on pouvait, que ce à quoi on était limité. À cause de la temporalité, à cause du temps que ça met. Hein. Tu peux pas faire une peinture par frame. Mais quel rôle elle peut jouer, l'IA, dans ce processus artistique, qui est artistique fondamentalement, avec bien sûr la composante technologique, mais en quoi elle peut t'aider à travailler plus vite? En l'occurrence, là, ce que je trouve très excitant dans ce qui est en train de se passer, c'est que tu as donc de l'IA qui peut te faire des intervalles automatiques, c'est-à-dire que tu n'es plus obligé de dessiner 12 ou 24 images par seconde, tu peux dessiner que les images qui te semblent nécessaires, alors à la fois au mouvement et à la fois au rythme, hein, et puis après, elle rajoute les intermédiaires, qui était une tâche de script humain précédemment, hein, qui était fait par des gens à 2 secondes jour. Et puis après, le deuxième truc qui est vraiment chouette, c'est le fait que tu peux désormais faire une direction artistique. Donc tu fais une peinture et tu dis à l'IA, tu me l'appliques à toute ma séquence d'images. Et donc, si tu prends Van Gogh, le film d'animation dans Rotoscopie qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en fait, ils ont embauché une armée de peintres pour faire image par image la rotoscopie. Ouais, quel était l'acteur? Il n'y avait pas eu un Van Gogh avec Robin Williams il y a quelques années là, c'est un truc qui est sorti avant le Covid, okay. Je sais pas, 2-3 ans avant le Covid. Et donc, c'est de la peinture animée. Hein, et ils ont donc embauché une armée de peintres. Donc, ils ont filmé et ensuite, ils ont rotoscopé chaque image. Ouais. Rotoscopie, tu peux expliquer ce que c'est la rotoscopie? Alors, la rotoscopie, c'est une technique d'animation, mais justement, on a fait un colloque cette année où moi, je conteste l'idée que c'est... Enfin, du moins, c'est à proprement parler... par rapport au travail d'animateur, c'est pas ça que tu fais, quoi. Mais en l'occurrence, tu pars d'un matériau qui serait de la prise de vue réelle et tu y appliques une direction artistique, donc en général à la main. Donc ça peut être redessiné, décalqué, peindre par-dessus, appliquer photocopier, barbouiller, etc. Mais la base du mouvement, elle est du côté de la prise de vue réelle. C'est A Scanner Darkly. A Scanner Darkly, et c'est ça. Waking Life, du même réalisateur, de Linklater aussi, qui est très bien. Qui parle du rêve. Je ne peux pas en dire trop, mais je le recommande vivement. Il est très, très original, ce film. Et en l'occurrence, ils avaient développé une technologie spécifique pour pouvoir faire ça, parce que effectivement, c'est assez complexe. Enfin, c'est un endroit bizarre où c'est très proche du matériau, et en même temps, c'est très complexe en termes de couche picturale, quoi. Mais voilà, donc effectivement, mais ça restait très, très long à processer, alors que désormais, on commence à avoir des outils qui permettent de le faire beaucoup plus rapidement.
Donc il y a toujours un petit effet d'étrangeté encore très IA, mais on arrive à un stade où on va commencer à pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de traitement de l'image. Et ça marche sur de la vidéo, mais ça marche aussi sur du dessin, en fait. Et c'est ça qui est formidable. Mais C'est est-ce que marrant. tu... Ah, vas-y. Merci. Est-ce que tu penses pas que ça peut amener à une sorte de nouveau paradigme où tu auras les films d'animation assistés par IA et peut-être une version considérée comme plus puriste du dessin animé où des gens peut-être vont vraiment faire de ça leur valeur ajoutée, c'est-à-dire en se positionnant comme animateur old school, traditionnel. Ouais, fatalement. Ouais. Mais après, je pense que ça dépend vraiment de où tu te situes. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu aimes l'anime et t'aimes la dimension, je vais vraiment le faire image par image, cette bel ouvrage-là, ouais, bien sûr, tu vas continuer de le faire à la main, au même titre qu'on continue de peindre alors qu'il y a la photo. Enfin, je veux dire, voilà, Bien ça. sûr. Mais inversement, moi, je vois ça comme... par rapport à ce que ça représente comme empêchement par rapport à ma pratique. Alors du coup, je pense que je suis quand même assez influencée par le fait que j'ai fait des écoles d'art et que du coup, on a une espèce d'aspiration à l'autonomie, quoi. Et en ce sens, l'anime, c'est difficile d'être autonome, ou en tout cas, si tu es autonome, ça va forcément avoir une facture un peu sauvage. Et du coup, ces objets-là me laissent espérer que je vais pouvoir consacrer du temps aux trucs qui m'intéressent vraiment dans l'anime, donc la dimension picturale, la narration, et beaucoup moins de temps à toutes les tâches de script humain, c'est-à-dire faire les intervalles, faire la couleur image par image, voilà. Mais je sais pas si tu as vu, il y a eu une histoire, c'était là il y a une semaine, c'était un concours de peinture, de tableau quelque part, et ça a fait un peu un scandale parce que le premier prix a été décerné à une œuvre qui a été générée par IA. Alors je sais pas, c'était genre un truc de Dali ou autre. Mais est-ce que le jury était au courant du Alors non, je processus? crois Ok, pas, je crois ok, pas. ouais. Et puis, du coup, il y a plein de gens qui ont dit, ah, mais c'est pas juste. Il aurait pas dû. Cette personne n'aurait pas dû avoir la possibilité de soumettre cette œuvre. Et derrière ça, je voyais un peu une crainte de, ah, l'IA va gonna take our job. Mais toi, t'en parles pas du tout comme ça. T'en parles au contraire comme quelque chose qui est libérateur pour toi en tant que créatrice. Alors, pour Bon, moi, c'est à pas une titre substitution personnel, complète au processus artistique et à l'intervention en tant humaine non que plus. conceptrice, je me sens pas menacée. Pour moi, c'est un outil qui va m'aider à me rapprocher du résultat final. Par contre, je pense que si j'étais technicienne compo rendu, là, je me poserais plus de questions peut-être. Ou si j'étais, effectivement, si j'étais illustratrice, peut-être que je me poserais, je serais moins la maline. Mais après, ma lecture, ce que m'a apporté la thèse aussi, c'était de faire de réfléchir aux questions d'innovation technologique, parce que en fait, l'animation, c'est quelque chose qui ne peut exister que avec des moteurs, que pendant l'Anthropocène en réalité, malheureusement. Mais du coup, en fait, une innovation technologique, elle sera utile. Si elle est utile, elle sera utilisée. On peut rien y faire. Ouais. Et évidemment, ça va remanier le paysage Système, et voilà. Mais du coup, moi, la manière dont je le vois, c'est on n'a pas empêché l'avènement des métiers à tisser, on n'a pas empêché Bien sûr. la machine à vapeur, on n'a pas, enfin bref. Et Tant qu'on est content du résultat final, la technologie, le processus, peut-être qu'il est moins. Il peut passer au second plan quelque part en termes du degré d'intervention humaine qui est impliqué. Et en plus, je pense que les humains continueront de créer quoi qu'il arrive, en fait, parce qu'on a une pulsion créatrice. Alors après, le vrai problème, c'est plutôt comment on va se faire rémunérer, ça je suis d'accord, parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'images produites, et les créateurs de contenu sont toujours les moins payés de la chaîne.
Donc mais d'un autre côté, en fait, on n'a jamais produit autant d'images. Et alors évidemment, l'IA, ça fait que rajouter au bruit, hein, c'est clair. Ouais. Mais moi, de mon point de vue, en tout cas, d'autrice un peu... du côté de mon délire de toute puissance, ça devrait me ramener... Plus de possibilités, ouais, plus c'est de ça. pouvoir. Voilà. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ton point, Gav, est-ce qu'on peut pas imaginer un futur où à un moment donné, tu as un programme et tu entres quelques paramètres, voilà les thématiques que je veux voir, voilà le style visuel que je veux obtenir, voilà la durée du film que désiré, et puis on laisse tourner un petit moment, et puis tu as un output, et c'est un truc qui est dans une espèce de blind test, si je puis dire. Je sais pas, le mot n'est pas pertinent, mais disons, si tu connais pas la source ou le studio qui est derrière, la nature du processus, peut-être que tu consommes un truc qui est extraordinaire ou mémorable. Tu te dis, mais c'est... je sais pas, j'ai l'impression des fois que c'est peut-être pas si loin qu'on le pense, en fait, cette réalité-là. Ouais. Ouais, mais en même temps, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que des œuvres créées comme ça vont pouvoir nous surprendre? Parce que en ce qui me concerne, tous les films de Marvel pourraient être générés par une IA, parce que c'est genre... mais fine, genre si t'aimes bien ça, mais... Ouais, mais ils peuvent quand même te faire passer un bon moment. Mais bien sûr. Tu vois, mais, tu vois ce que non, mais c'est vrai, dis pas le contraire, te surprendre ou te choquer, ça, ce serait la question. Ouais. Mais en fait, au stade où on a rationalisé, par exemple, la fabrication d'un scénario, maintenant, on a des jolis schémas avec des petites courbes de tension, et puis The Dark Knight of the Soul qui arrive au 3e tiers, et puis, on a tellement rationalisé l'écriture de scénario que ça pourrait effectivement arriver. Et quelque part, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans l'IA, c'est que ça me pose la question. Là, ces temps-ci, il y avait un peu est-ce qu'on arrive à la singularité? Est-ce que les IA conversationnelles de Google ont-elles une conscience et tout? Et donc, avec toute la réaction culturelle qui est non, c'est impossible, ce ne sont que des objets. Mais en réalité, moi, la question que ça me pose, c'est est-ce que finalement, la créativité, est-ce qu'on n'est pas juste des IA organiques, en fait? Parce que la dimension, l'IA nous propose des remixes de la culture, parce que c'est un peu, en fait, c'est ça, c'est des remixes. Il se nourrit de trucs et puis propose un remix. Ouais. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on fait, nous aussi, quand on produit, en réalité? On a juste un peu plus de complexité, on a juste un peu plus de capteurs, on a juste un peu... On fait que de remixer, c'est peut-être qu'on crée jamais rien de réellement nouveau, c'est ça que tu veux dire? Du coup, de réellement nouveau, non, ça fait depuis le début du XXe siècle qu'on a fait notre deuil de l'idée qu'on allait produire des trucs réellement nouveaux. Du coup... Mais qu'est-ce qui te fait dire ça par rapport à ce deuil de la création de choses nouvelles c'est qui sont aussi anciennes? C'est les avant-gardes. Enfin, je parle des avant-gardes du début du XXe siècle. L'idée, c'était de faire tabula rasa, et puis on fait des trucs complètement nouveaux. Et puis à un moment donné, c'est genre, quand on arrive au moment où on fait juste une toile de couleur unie, on sait plus. On arrive au bout de... Et puis après, il y a eu, aux alentours des années 60, après il y a eu ce qui s'appelait le postmodernisme, qui était d'un seul coup, on s'autorisait de nouveau à aller chercher dans l'histoire de l'art, faire des citations, parce qu'on était un peu arrivé au bout de qu'est-ce que c'est que les fondamentaux de la peinture, et puis que au bout d'un moment, il fallait accepter l'idée que oui, on était... tributaire de la parenté, en fait. C'est ça. Qu'à un moment donné, on arrive à une impasse et que qu'est-ce qu'on fait quand on est arrivé à l'impasse? Soit on arrête de créer, soit on a puiser dans le passé. Voilà, soit on accepte que effectivement on est issu d'une tradition, quoi. Et bon, mais du coup, en fait, à mon avis, il y aura une espèce de cohabitation entre des productions fabriquées de manière en chaîne comme ça, parce qu'elles vont aussi beaucoup plus vite que nous, les IA, et puis des productions qui continueront d'être humaines, ne serait-ce que parce que on a envie d'écrire, on a cette pulsion d'écrire, de créer, de dessiner, donc ça n'arrêtera pas là. Bon, toi, t'es contente parce que tu peux combiner maintenant tes deux passions. C'est l'animation et l'IA. On a compris, t'oses pas le dire.
Mais on En va le fait, dire j'avais pour toi. pas. Ouais. Je crois que j'avais pas conscientisé le truc, mais oui, en fait, parce que là, j'étais un peu dans la phase. Putain, j'ai déconné, j'aurais peut-être dû faire une école d'ingénieur, et en ce moment, je serais en train de programmer des IA pour faire des. Mais en fait, oui, t'as raison. C'est le moment où où mes deux centres d'intérêt sont en train de se rencontrer. Donc, oui, évidemment, je vais pas pleurer. Non, ouais, c'est clair. En fait, maintenant qu'on en parle. Écoute, moi je suis très content pour toi. En tout cas, c'est une bonne chose. Et c'est quoi tes projets actuels, tes rêves, tes ambitions, Ouais, alors mes ambitions, je voudrais, c'est encore des trucs de toute puissance, mais je voudrais continuer de faire de la recherche et écrire des articles et puis finir plus souvent des projets parce qu'encore une fois, ça prend tellement de temps. Là, j'en finis pas de finir un clip. On commence à avoir suffisamment de matière pour que ça ressemble à quelque chose, mais j'aimerais tellement aller plus vite et mettre des choses derrière moi plus vite parce que c'est aussi, ouais, pour réinjecter de l'expérience et puis avoir plus d'opportunités, d'avoir des dates pour faire de la performance. Et puis voilà, donc ouais, c'est juste ça, c'est arrivé à. Ouais, j'aimerais bien avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Je sais pas si c'est. Là, quand tu dis un clip, c'est moi je pense à un clip musical. Clip musical, c'est ouais, de ça qu'il s'agit. ouais. Ok. Et là, dans ce clip, tu as utilisé des techniques IA, des choses comme ça? Pas Ou- encore, mais ce que j'ai vu dernièrement, je pense que je vais faire au moins une séquence avec disco diffusion, là, un truc, un travelling, je vais essayer. Et puis. Qu'est-ce que c'est? Disco diffusion? Disco diffusion, alors je l'ai pas encore testé, donc je sais pas si c'est si facile que ça, mais il semblerait que c'est une IA d'image de synthèse open source. Et en fait, tu peux rajouter un mouvement de caméra et un zoom. Et donc, elle te reconstitue de la définition d'image au fur et à mesure que tu rentres dans cette espèce de travelling infini. Ah, waouh! Et donc j'ai hyper envie de tester une sorte de travelling comme ça avec disco diffusion injecté dans le clip, quoi. Bon bah finis-le parce qu'on veut vraiment voir le résultat. Ouais, on se réjouit de voir ça. Voilà. Et on mettra le lien dans le podcast quand ça sortira. Mais Ouais, c'est une bonne motivation pour. peut-être une petite question parce que je suis sûr que ça intéresse plein de gens en termes de l'accès à ces formations-là. Bon, toi, tu as eu ton parcours, c'était à l'époque. Qu'est-ce qui a changé maintenant pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'animation? Quels sont les conseils que tu leur donnes, les voies à suivre, un petit travail préparatoire? Toi, tu as fait les beaux-arts avant, apparemment, c'est un atout. Vraiment, la manière dont tu le décris, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Mais enfin, est-ce que c'est le cas? Et voilà, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Quelles sont les ressources peut-être Alors, ces personnes? ouais, alors, en fait, moi, j'étais passée par les Beaux-Arts pour des questions d'argent, en fait. C'est-à-dire que c'était des formations très peu chères, alors que la plupart des écoles d'animation sont privées. J'en tire énormément de bénéfices du côté mais plutôt presque plus du côté intellectuel et académique, en fait. Mais enfin, du moins, non, j'en sais rien. C'est juste que en fait, dans les écoles d'art, t'apprends à conceptualiser ce que tu fais, à réfléchir à ce que tu fais, pourquoi tu fais les choses. Le problème, je dirais, en France, c'est qu'il y a quand même encore cette idée que la technique, c'est sale et que tu peux faire... Donc, pour moi, c'était extrêmement complémentaire de faire l'école d'art d'un côté et puis l'anime de l'autre. Quand j'ai découvert le compositing, c'était vraiment « Waouh !» Toutes ces choses que je peux faire maintenant, voilà. Mais donc, le fait d'avoir développer ce mindset et puis ensuite d'avoir les outils pour pouvoir aller au bout des trucs, pour moi, après, c'est ma stratégie d'existence et je trouve qu'elle est bonne. Mais ça n'engage que moi. Ouais, c'est mieux d'être d'accord avec sa propre stratégie en général. N'est-ce pas, hein? Ouais. Donc, je suis assez contente des choses que j'ai faites. Mais après, du point de vue d'une personne qui voudrait faire de l'animation, la première question, c'est qu'est-ce que je veux faire avec l'animation? Est-ce que je veux être technicienne de l'animation, ce qui implique du coup être techniquement super au taquet, ou est-ce que je veux être un créateur ou une créatrice, et ce qui veut dire être capable de porter des projets. Donc c'est deux choses différentes. Et ça a un impact aussi sur le choix de l'école que tu vas faire, parce qu'il y a des écoles qui vont faire de toi des techniciens, et puis des écoles qui vont plus valoriser le côté auteur. Après, c'est des cursus privés désormais et assez chers, même en France.
c'est le problème. J'ai l'impression que c'est un des derniers boulots artistiques qui payent correctement, du moins en France. En Suisse, c'est un autre problème parce que comme c'est souvent des coproductions et que la main-d'œuvre suisse est très chère, bah, du coup, les techniciens suisses sont plutôt mal payés par rapport au prix du marché suisse parce qu'il faut s'aligner avec l'Europe. Mais par contre, en Europe, c'est plutôt bien payé et on en vit assez bien. Après, les choses pour lesquelles il faut être vraiment au clair, c'est que c'est un travail intermittent. Enfin, en France, c'est le statut d'intermittent, mais c'est parce que en fait, les prods, elles durent 8 mois, 1 an, puis il y a des trous. Donc en fait, il faut encaisser le fait qu'on va devoir retrouver du travail régulièrement. Et ça, sur une carrière entière, c'est quand même assez épuisant. Il y a quand même pas mal de monde qui finissent par se reformer. Quand ils ont une quarantaine d'années, quand ils ont des enfants, enfin bref, parce que voilà, donc ça c'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire pour faire carrière dans l'anime, il faut soit accepter cette intermittence, soit prendre des responsabilités, et tout le monde n'est pas prêt à faire ça non plus. Et après, en fait, soigneusement choisir son orientation. En France, un des trucs qui sont délicats, c'est qu'on vous embauche sur ce que vous avez déjà fait. Donc, si on fait des mauvais choix d'orientation au début, genre si on accepte un boulot de compo alors qu'on déteste le compo, ça va devenir très difficile de sortir du compo. Donc, c'est peut-être à ces endroits-là qu'il faut être attentif, bien préparer la sortie, bien calibrer son portfolio par rapport à son style et puis par rapport à ce qu'on aime faire pour pas se retrouver engouffré dans une carrière de trucs qu'on déteste en fait. Ah ouais. Voilà. Et puis... Tu peux juste expliquer en quelques mots ce que c'est le compositing? Je crois savoir, mais je suis pas sûr. J'ai fait semblant que je comprenais, mais ça veut rien dire pour moi. Alors le compositing, c'est l'étape finale de la fabrication. Enfin, parce qu'après, il y a plein d'étapes après, genre comme le son, par exemple, travailler sur le son. Mais le compositing, c'est le moment où on rassemble l'animation, les décors, dans le même objet, qu'on va travailler la lumière, est-ce qu'on a besoin de vignettage, est-ce qu'on a besoin d'effets spéciaux, etc. En fait, c'est le moment où le film on va récupérer toutes les sources pour donner au film son apparence finale. Ou au plan, en tout cas, son apparence finale. Parce qu'après, on peut encore rajouter une couche d'étalonnage, si on veut, derrière. Mais en gros, c'est le moment où le plan va vraiment ressembler à ce à quoi il va ressembler à l'écran, quoi. Donc, on rassemble toutes les sources et puis... et ça peut être hyper intéressant parce qu'il y a tout ce travail de lumière et de couleur, mais ça peut être extrêmement chiant parce que si on est dans la prod, on empile les couches et puis après on en sent rendu et puis c'est ça la vie. Voilà. Je comprends un peu mieux maintenant. Merci. Cool. Stéphanie, merci beaucoup pour cet échange. Merci infiniment. Très intéressant. Merci à vous. Et ce sera publié très prochainement. Ouais. Okay. Merci.